de Sainte-Anne, qui n'est plus besoin de présenter, bien entendu, et qui est la personnalité incontournable en France sur ce domaine de la personnalité. Merci beaucoup, Monsieur Guelfi. Merci bien. Je veux, dans une courte phrase, remercier les organisateurs, les personnes qui m'accueillent, Monsieur le Doyen, chers amis, chers collègues, mesdames, messieurs. Je pense en effet que le programme que vous avez préparé est très intéressant. Le dynamisme de votre ville est connu aussi bien en matière hospitalière qu'en matière universitaire depuis des siècles. Et je pense aussi, sans démagogie aucune, que si certains Français sont susceptibles de faire aboutir la formation médicale continue et l'évaluation des pratiques, c'est ici. Donc, bonne chance. Mes premières diapositives, je vais aller très vite parce que c'est plus un rappel. On entend généralement sous le terme de personnalité ce qu'il y a de relativement permanent et stable dans un fonctionnement psychologique. Les origines du mot ont été rappelées beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire il y a quelques minutes. Il y a énormément de définitions de la personnalité. La définition retenue par mes maîtres Jean Delay et Pierre Pichot a l'avantage pour moi de mettre l'accent sur l'aspect intégratif des différentes composantes de la personne, organisation dynamique des aspects cognitifs, c'est-à-dire intellectuels, affectifs, conatifs, c'est-à-dire pulsionnels et volitionnels, physiologiques et morphologiques de l'individu. Et il est possible d'étudier les différentes composantes de la personnalité selon 3 points de vue: la structure, l'aspect dynamique ou l'aspect du développement, c'est-à-dire l'aspect génétique. Et c'est l'influence respective de ces facteurs, c'est-à-dire l'importance relative accordée à la maturation et à l'environnement, qui est toujours discutée de nos jours. Vous savez qu'on oppose les théories constitutionnalistes aux théories culturalistes et que des gens sont prêts à se déchirer pour ça. Le problème, d'un point de vue scientifique, c'est que cette approche scientifique de la personnalité, elle se heurte à l'absence complète de paradigme commun entre les différentes théories et l'absence de méthodologie assurée à appliquer pour l'étude de la personnalité. Ce qui a fait dire à certains que c'était impossible d'étudier la personnalité. La personnalité, ce terme n'est employé dans son sens actuel que depuis le XIXe siècle. Le fondateur de la psychologie française, c'est Théodule Ribot, 1885. Lui, il pensait qu'il pouvait y avoir des maladies de la personnalité. Il a écrit un livre cette année-là avec ce titre. Il y a plusieurs termes voisins qu'il faut un peu positionner parce que on en parle encore aujourd'hui à côté du mot personnalité et ce n'est pas toujours très clair. Alors, le plus vieux terme, c'est le tempérament, la doctrine des tempéraments avec Hippocrate, et doctrine qui a été complétée par Galien. Je vous rappelle très rapidement ce que c'est. Il y a dans l'organisme 4 fluides qui sont normalement en équilibre, et s'il y a excès d'un fluide, il y a prédisposition à développer une maladie. Et ajouteront certains prédisposition à développer un tempérament particulier et au maximum une maladie. La notion d'habitus est très voisine du tempérament et je reviendrai parce qu'il y a dans la psychobiologie moderne un retour de la doctrine des tempéraments. Le mot de caractère est un mot dangereux parce qu'il a des sens très différents en littérature, en psychologie, en médecine et au sein de la psychologie. Il a des sens différents
selon justement les théories de la personnalité auxquelles on se réfère. Donc c'est un mot dangereux. Les troubles de la personnalité, maintenant, le concept a des origines médicales d'abord et psychologiques ensuite. J'ai fait une erreur sur cette diapositive parce que j'ai écrit source française alors que je voulais écrire source française et anglaise, le Pritchard n'étant absolument pas français. Au point de vue historique, les troubles de la personnalité, les pères des troubles de la personnalité sont français, anglais et allemand. Chez les aliénistes du XIXe siècle, il y a ce que deviendront les troubles de la personnalité. Par exemple, Pinel, quand il décrit la manie sans délire, il décrit dans le comportement de certains patients la fureur instinctuelle, qu'on n'appellerait pas comme ça aujourd'hui, mais qui représente un trouble du comportement susceptible de survenir sans pathologie mentale majeure. Dans les monomanies d'Esquirol, particulièrement dans la monomanie résonante, les patients ont des préoccupations prédominantes qui nous font penser à la personnalité de type paranoïaque. C'est en Angleterre qu'on a décrit les troubles du comportement de la moral insanity qui, un siècle plus tard, avec le livre de Keckley, deviendra dans le Mask of Sanity, la personnalité psychopathique antisociale. Et puis, je ne veux pas être trop long sur ce sujet, mais les types pathologiques isolés par Morel, chez les dégénérés de Magnan, dégénérés de la sensibilité ou de la volonté, il y a des descriptions d'égoïstes pathologiques, d'obsédés, d'altruistes, d'hypochondriaques, de passionnels, d'impulsifs. Vous voyez à travers ces termes qu'on va arriver à nos classifications connues. Idem chez Dupré, puisque dans une optique très constitutionnaliste, il a décrit des constitutions émotives, des perversions instinctives, des constitutions paranoïaques ou constitutions mythomaniaques. Les sources allemandes sont extrêmement importantes. Dans la même tranche de temps, vous voyez, fin du XIXe siècle, Koch a écrit un livre, Les infériorités psychopathiques. Ce monsieur dirigeait un asile d'aliénés en Allemagne. Le Kraepelin de la fin du siècle, mais vous savez qu'il y a de nombreuses éditions de son livre. Dans la première, il parlait d'état psychopathologique et de personnalité psychopathologique dans l'édition de 1904. Et enfin, et c'est la personne qui est la plus importante pour la création du concept de trouble de la personnalité, c'est Kurt Schneider, 1923, professeur de psychiatrie à Heidelberg, et qui a défini de façon très claire les troubles de la personnalité, déviation purement quantitative d'une personnalité normale. Donc les psychopathes sont une forme particulière de personnalité anormale, c'est tel que leur caractère anormal les fait pâtir ou fait pâtir la société. Nous n'avons pas fait mieux que Kurt Schneider pour définir les troubles de la personnalité. Et ce qui est... Alors, avant, voilà. Et ce qui est particulier chez Kurt Schneider et qui est parfois un peu oublié, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de systématique dans la description, il n'y a pas de théorie derrière. D'ailleurs, j'ai dit les 10 personnalités de Kurt Schneider. En fait, le chapitre où il décrit les troubles s'appelle « cas particulier ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de description systématique, il n'y a pas de théorie derrière. Il dit qu'il y a
un certain nombre de personnes qui ont des attitudes et des comportements tels qu'ils pâtissent de ces comportements, ou alors ils font pâtir les autres, ou les deux à la fois, et il a choisi de décrire les psychopathes qui lui paraissent les plus fréquemment rencontrés en clinique. Il y a des pages très très belles dans Kurt Schneider sur l'incertitude dans laquelle il est par rapport au fait de penser que ce sont des maladies ou pas. Il dit, nous ne sommes pas du tout sûrs que ce sont des maladies. Mais ce sont des personnes qu'on rencontre et qui ont à voir avec la médecine, la psychiatrie et dont il faut s'occuper. Et depuis Kurt Schneider, les psychiatres n'ont pas cessé d'individualiser dans les classifications des troubles mentaux des troubles de la personnalité qui certes sont variables selon les classifications, mais dont l'individualisation leur paraît justifiée, soit parce qu'ils représentent des personnalités prémorbides de patients atteints par ailleurs de divers troubles mentaux, soit parce que les conséquences de leurs caractéristiques psychologiques relèvent de soins médicaux, soit encore parce que leur existence complique les traitements ou aggrave les tableaux cliniques. Voilà la raison pour laquelle il est justifié de parler de troubles de la personnalité dans un livre de psychopathologie ou de psychiatrie, même si nous ne sommes pas du tout assurés qu'il s'agit bien de maladies. Fréquemment, ces troubles ont été isolés à partir de ressemblances avec les différents troubles mentaux, et selon les auteurs et les époques, ils ont pu être considérés soit comme le terrain sur lequel pouvaient se développer des troubles mentaux, soit comme des formes mineures de ces troubles. Et nous en sommes toujours là. Nous en sommes toujours là. Les deux classifications internationales des troubles mentaux isolent un chapitre troubles de la personnalité. La définition des troubles de la personnalité dans la classification américaine est très proche de celle qui est aussi décrite dans la CIM-10, qui a été préparée en 91, publiée en 92, 93 pour la version française, 94 pour les critères diagnostiques, le DSM-4, lui, remontant en 1994. Donc voilà la définition des troubles de la personnalité dans le DSM-4, et voici la définition des troubles de la personnalité dans la CIM-10. Ce sont, encore une fois, deux définitions très proches l'une de l'autre, et bien que les auteurs américains ne le disent pas, très proches de la définition et des conceptions de Kurt Schneider. Alors, je vais vous faire un peu de clinique en vous montrant quelques diapositives des principaux types de troubles individualisés dans ces deux classifications, qui sont compatibles l'une avec l'autre à trois exceptions près. Et puis, j'ai écrit à côté du terme de personnalité la caractéristique principale ou les caractéristiques principales qui permettent de les décrire et de distinguer un trouble des autres troubles. Vous voyez, ce qu'on appelle les critères diagnostiques maintenant, qui sont des manifestations cliniques les plus évocatrices d'un diagnostic et de ce diagnostic seulement. Alors, voici par exemple les conceptions dans les deux classifications de deux premiers troubles de la personnalité. 3 pour le DSM-4. Alors, je vais m'arrêter 1 minute sur la personnalité paranoïaque, parce que la personnalité paranoïaque, l'histoire de la personnalité paranoïaque résume l'histoire des troubles de la personnalité. Il y avait une seule personnalité paranoïaque chez Kraepelin. Il y avait une seule personnalité paranoïaque en France. Les créateurs de la personnalité paranoïaque en tant que telle, c'est Dupré, le même que tout à l'heure, 1912, et complété par des gens moins connus aujourd'hui qui sont Montassu et Génil Perrin. Et le concept de personnalité paranoïaque a évolué différemment
en Allemagne, avec Kraepelin qui décrivait les quérulents, et il faisait un diagnostic différentiel avec les pseudo-quérulents, et surtout avec Kretschmer, qui, lui, a décrit 3 types de personnalités paranoïaques. Les personnalités de combat, les personnalités de souhait et les personnalités sensitives. On parle encore un petit peu aujourd'hui de personnalité sensitive, on a un peu oublié la conception kretschmerienne des personnalités paranoïaques. La première variété était proche de la personnalité quérulente de Kraepelin, avec des individus agressifs et procéduriers. La personnalité dite de souhait ou personnalité fanatique correspond aux idéalistes passionnés. Et vous savez que ces personnes ne se battent pas pour une thèse personnelle, contrairement au premier, mais ils se battent pour des idées, des théories. Et enfin, la personnalité sensitive correspond à des personnes qui sont très impressionnées par l'expérience vécue, qu'ils vivent les expériences vécues le plus souvent sur un mode douloureux, parfois dépressif, avec une intériorisation importante de la vie affective. Donc, il y a eu toute une période où il y avait des personnalités paranoïaques, particulièrement en Allemagne. Et puis, au début du développement de la théorie psychanalytique, il y a eu un retour à une conception unitaire de la personnalité paranoïaque. Et vous savez que, selon la théorie psychanalytique, la personnalité paranoïaque se fonde sur une homosexualité latente et sur l'utilisation privilégiée d'une défense du moi, la projection, utilisation particulièrement importante d'une défense, la projection, et en termes de fixation-régression, une fixation-régression au premier sous-stade anal, c'est ce qui fait de la personnalité paranoïaque la moins régressive des structures psychotiques. Première différence entre nos 2 fameuses classifications, là, vous voyez qu'il y a une personnalité schizotypique individualisée par les Américains et qu'il n'y a pas l'équivalent. En effet, les auteurs de la classification de l'OMS pensent que le trouble schizotypique n'est pas un trouble de la personnalité, et ce trouble-là est bien identifié dans la CIM-10, mais pas dans le chapitre trouble de la personnalité. On considère qu'il s'agit d'un trouble qui correspond à une forme mineure de schizophrénie plus qu'à autre chose. En revanche, il y a une très grande similitude dans les 2 classifications pour la personnalité dissociale et antisociale. À nouveau, une différence de point de vue entre les 2 classifications pour la personnalité borderline. Les Américains individualisent en tant que telle une personnalité borderline. Dans le DSM-4, la conception de la personnalité borderline a été extrêmement influencée par Otto Kernberg, un psychanalyste, bien que les Américains disent que le DSM n'est absolument pas théorique, mais c'est un peu faux. La conception de Kernberg a prévalu pour la description de la personnalité borderline. Et il y a une originalité, là, dans la conception de l'OMS pour les personnalités équivalentes. En fait, il y a une personnalité émotionnellement labile, dans laquelle on trouve un type impulsif, donc où il y a une pathologie des actions, des comportements, et une autre variété qui est le type borderline, dans lequel il y a, en plus de l'impulsivité, de l'instabilité, des relations, un trouble de l'identité qui est fait de vide, etc., etc. Donc vous voyez là, il y a une différence importante entre les 2. Les personnalités borderline sont obligatoirement impulsives et le noyau fondamental est différent dans ces 2 cas de figure, alors que les Américains en font une seule variété de troubles de la personnalité. Dans les 2 classifications, il est recommandé de ne plus utiliser le terme de personnalité hystérique.
pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'appesantir dans le cadre de cet exposé relativement rapide, mais il est conseillé de parler de personnalité histrionique, et la description est très voisine dans les deux cas. Troisième et dernière différence importante entre les deux classifications, c'est à propos de la personnalité narcissique, qui est isolée dans la classification américaine et qui n'est pas isolée dans la classification européenne. En revanche, il y a une très grande proximité de point de vue entre les personnalités évitantes, dans les deux cas, dans les personnalités dépendantes et dans la personnalité obsessionnelle ou anancastique, même si les termes sont différents, le contenu est le même. À propos de la personnalité obsessionnelle, je pourrais dire des choses similaires à ce que j'ai dit à propos de la personnalité paranoïaque. Il y a eu, dans les origines, la personnalité psychasthénique de Pierre Janet, la personnalité obsessionnelle en tant que telle, et puis le caractère anal qui a été décrit par les psychanalystes, économie, ordre, entêtement, la triade qui repose sur fixation, régression et formation réactionnelle comme mécanisme de défense privilégié. Et puis à nouveau, donc il y a des gens qui ont décrit 3 types de personnalité obsessionnelle, et puis on est revenu à une conception unitaire, puisque vous voyez que dans cette classification-là, il n'y a plus qu'un seul type de trouble se référant à cette dimension. Alors, j'en arrive, mais très rapidement, à dire quelques mots sur les théories, mais très rapidement, vraiment. Plusieurs psychanalystes ont décrit des troubles de la personnalité en utilisant beaucoup le terme de caractère. J'en ai déjà cité quelques-uns. Pour me limiter aux personnalités actuelles, il y a Otto Kernberg qui est toujours aussi dynamique dans les travaux sur la personnalité borderline. John Gunderson est l'Américain mondialement connu pour ses travaux sur la personnalité borderline. Et Glenn Gabbard est un psychanalyste complètement exceptionnel parce que c'est un psychanalyste qui accepte de discuter avec des comportementalistes et qui ne s'oppose pas à l'évaluation des résultats des psychothérapies analytiques. Et en ça, ils ne sont pas très nombreux comme ça. En ce qui concerne les théories néo-behavioristes, je ne vous rappelle que le créateur, c'est Watson. Sur le cognitivisme, le début du cognitivisme, c'est dans les années 1950. Un grand théoricien du cognitivisme, c'est Kelly. J'ai mis à côté le nom de Michel Hutto, qui n'est pas qui est le seul auteur qui a fait en langue française, en 1983, un livre sur les théories cognitives de la personnalité, édité aux presses universitaires de France. Alors, les dernières diapositives concernent les approches purement psychologiques ou psychobiologiques des troubles de la personnalité. Là, je vais vous parler quelques minutes du modèle des traits de personnalité et je terminerai sur quelques typologies où je n'aurai pas le temps de revenir sur Kretschmer, Sheldon ou Gray, mais je me limiterai à Cloninger, puisque sa description psychobiologique de la personnalité et de ses troubles est très actuelle et importante dans la littérature américaine. Alors, les modèles de traits, la psychologie des traits de personnalité repose sur l'idée qu'on peut décrire les caractéristiques d'un fonctionnement habituel d'un individu à l'aide de qualificatifs descriptifs suffisamment nombreux, variés. Donc, dans cette approche descriptive des traits de personnalité, on a compté jusqu'à presque 18 000 termes qui pouvaient décrire le fonctionnement de quelqu'un. Alors,
ces termes ne sont pas indépendants les uns des autres, ils sont plus ou moins similaires, plus ou moins redondants. Et dans cette approche descriptive lexicale de la personnalité, la situation a complètement changé à partir du moment où on a pu faire des travaux mathématiques sur le calcul des intercorrélations entre variables. À ce moment-là, l'analyse factorielle, début du siècle, analyse multivariée, multifactorielle, après, et à ce moment-là, avec les ordinateurs actuels, on a pu limiter, non pas étudier la personnalité dans 18 000 dimensions, mais restreindre le nombre de dimensions grâce à ces analyses des intercorrélations. Et à ce moment-là, on a retrouvé un nombre limité de facteurs ou de dimensions principales, et dont on dit, ben voilà, la personnalité, on peut réduire sa description en se contentant de décrire ces facteurs mathématiques. Et puis, on fait cette opération qui est purement mathématique, puis après, on regarde de quoi sont constitués les facteurs, et si d'aventure on trouve des choses qui, sur le plan clinique, nous disent quelque chose, paraissent avoir un sens clinique, alors on est content. Et là, ce sont surtout des psychologues qui ont fait cette approche et développé ça. Eysenck a décrit 3 dimensions fondamentales de la personnalité, Cattell 16 dimensions de la personnalité, et puis le modèle qui actuellement est le plus populaire vient des États-Unis, Costa et McCrae, qui ont décrit le modèle des 5 facteurs. Modèle purement psychologique. Il me reste 2 minutes. Je termine, c'est mes 2 dernières diapositives, je termine sur une description très très brève de ce modèle dit des Big Five, et la dernière diapositive concernera la description de l'américain Cloninger, qui lui est un modèle original et en 7 dimensions, et qui n'est pas purement psychologique, loin de là, mais qui est psychobiologique et qui est le retour de la doctrine des tempéraments. Alors, pour ce qui est du modèle des Big Five, ces psychologues ont décrit donc 5 dimensions fondamentales de la personnalité, chacun constitué de 6 facettes cliniques différentes. Névrosisme, extraversion, ouverture, agréabilité et caractère consciencieux. Dans le névrosisme, synonyme de névrosisme, c'est l'instabilité émotionnelle. Et c'est un trait bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont très instables sur le plan émotionnel et d'autres individus qui, en revanche, ont une stabilité émotionnelle parfois extrême. De quoi est constituée l'instabilité émotionnelle, ou névrosisme, neuroticisme en anglais? Elle est constituée d'angoisse, de caractère direct de la personne, de tendances dépressives, de conscience de soi élevée, d'impulsivité et de vulnérabilité. Deuxièmement, deuxième dimension, l'extraversion, l'ouverture, l'agréabilité et les caractères consciencieux. Ce sont les 4 autres dimensions principales. Encore une fois, chacune de ces dimensions avec 6 facettes différentes. Donc, vous pouvez décrire, alors il y a un questionnaire, enfin il y en a même plusieurs, il y a un questionnaire qui explore la personnalité selon ce modèle et qui donne, si on fait bien les calculs, 30 notes différentes. La note dans les 5 dimensions, dans chacune les 6 facettes. Donc, on peut, ce questionnaire s'appelle Néo-pays révisé. Il a été traduit, validé en français par le professeur Jean-Pierre Roland, qui est professeur de psychologie à l'université Paris X. Et ce qui est particulier avec ce modèle des Big Five, c'est que de très nombreuses études, mais des centaines, réalisées dans plein de pays dans le monde, ont trouvé à peu près partout ces mêmes 5 dimensions et même, à peu de choses près, ces mêmes facettes. Et donc, si vous voulez, ça donne ça une relative tranquillité sur la valeur de cette distinction-là
et sur la stabilité de la structure factorielle par rapport à la personnalité humaine. Je dis bien des centaines d'études. Donc ce modèle-là est solide sur le plan psychologique. La question est de savoir si il nous intéressera beaucoup en médecine, c'est-à-dire si son application dans le domaine des troubles de la personnalité a un intérêt. Alors, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui sont consacrés à la validité prédictive de ce système. Oui, si on a une note élevée dans telle dimension, on a plus de risque d'avoir telle pathologie. Et il y a un nombre croissant de travaux qui font correspondre les 30 dimensions de la personnalité selon le modèle des Big Five avec nos fameuses personnalités pathologiques décrites par nos psychiatres, les psychiatres. Vous voyez ? Et le dernier modèle dont je vous parlerai, c'est le modèle psychobiologique de Cloninger. Alors, Cloninger n'est pas un psychologue, c'est un psychiatre, et il a décrit la personnalité de façon tout à fait originale, en disant qu'il y a deux aspects, le tempérament qui correspond à la partie innée de la personnalité, génétiquement transmise, et le caractère qui correspond aux acquisitions, à l'environnement, etc. Il a postulé qu'il y avait 4 dimensions fondamentales dans le tempérament et qu'il y avait des relations entre ces dimensions-là et le fonctionnement monoaminergique. C'est ça qui est original dans la théorie de Cloninger. Donc, 4 dimensions de tempérament, la recherche de la nouveauté, novelty seeking en anglais, l'évitement du danger, harm avoidance, la dépendance à la récompense, reward dependence, et la persévérance. Selon Cloninger, la recherche de la nouveauté, cette dimension de personnalité, est réglée par le système dopaminergique. L'évitement du danger est régulé par les voies sérotoninergiques. La dépendance à la récompense est régulée par des voies adrénergiques. La persévérance est une caractéristique psychologique qui, dans sa description, n'est pas liée à un fonctionnement monoaminergique. Le caractère, lui, selon Cloninger, est constitué de 3 composantes acquises: la détermination, self-directedness, qui témoigne du degré de maturité individuelle, la coopération, qui évalue le degré de maturité sociale, et la transcendance, qui évalue la maturité spirituelle, pourrait-on dire. Une 7e dimension qui est moins bien clairement individualisée que les autres. L'hypothèse de Cloninger, c'est que le tempérament donc est bien génétiquement transmis. On a vérifié dans les études de jumeaux, etc., qu'il y avait bien des relations très étroites entre ces dimensions-là et chez les jumeaux, monozygotes beaucoup plus que dizygotes, etc., etc. Vous connaissez ces travaux. Et que dans les 3 dimensions de caractère, c'était là qu'on trouvait les personnes qui avaient des troubles de la personnalité. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité ont en commun, quel que soit le trouble, ont en commun des notes basses en détermination et en coopération. Cela dit, la détermination n'explore pas que la personnalité. Par exemple, les personnes qui ont un épisode dépressif, sans aucun trouble de la personnalité, eh bien, ils ont une note élevée en évitement du danger et très basse en détermination et parfois très basse en coopération. Donc vous voyez,
On n'est pas du tout dans un domaine où il y a spécifiquement une dimension qui est perturbée quand il y a trouble de la personnalité. Un épisode dépressif peut entraîner des modifications de ce type-là. Mais le problème, c'est que quand on sort de l'épisode dépressif, l'évitement du danger rediminue, la coopération remonte et la détermination augmente. Et quand l'épisode dépressif touche quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, eh bien, on voit que l'évitement du danger ne guérit que partiellement, la détermination ne s'améliore que partiellement, la coopération reste basse. Donc, même dans cette pathologie, vous voyez, dépressive avec trouble de personnalité, on peut faire la différence entre personnes qui ont un trouble de la personnalité et personnes qui n'en ont pas au sein de la pathologie dépressive. Alors, Cloninger est très populaire dans la littérature internationale et très populaire aux États-Unis. Sur le plan purement psychométrique, je dois vous dire que les publications les plus récentes sont très très loin d'être aussi jolies que les publications qui concernent le modèle des 5 facteurs. C'est-à-dire que la stabilité factorielle est discutable, et il y a même des publications sérieuses qui n'arrivent pas à mettre en évidence clairement la différence entre les dimensions de tempérament et les dimensions de caractère. Ce qui m'amène à une phrase de conclusion, parce que historique et clinique des troubles de la personnalité, vous allez me dire, ben oui, mais l'histoire de demain, ça va être quoi ? C'est-à-dire que dans les prochaines classifications internationales qui sont attendues pour 2012-2013, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Est-ce qu'on va continuer le modèle catégoriel médical classique des classifications antérieures, ou est-ce qu'on va faire du nouveau ? Alors, il y a de plus en plus d'arguments pour penser qu'il va y avoir un système mixte, catégoriel et dimensionnel. En revanche, il y a toujours des discussions très importantes, dont je n'ai pas parlé parce que je ne pouvais pas parler de ça, sur quel est le meilleur modèle dimensionnel à préconiser. Je vous ai parlé que de 2 exemples, 5 et 7 là. Il y a plus de 18 modèles dimensionnels différents qui sont défendus dans la littérature internationale. Pour n'en citer qu'un, il y a un Canadien qui s'appelle John Livesley et qui est le rédacteur en chef de la revue Journal of Personality Disorders, qui a lui-même créé un modèle dimensionnel à 18 dimensions qui a des arguments pour dire que l'application en pathologie humaine est tout à fait intéressante et possible, et qui développe des arguments pour dire que ça serait bien d'utiliser son modèle plutôt que d'autres. Il est évident qu'en 2012-2013, il n'y aura pas d'arguments scientifiques déterminants pour dire un modèle dimensionnel est meilleur que tous les autres dans toutes les applications. Ça, il ne faut pas rêver. Et donc, ce qui est à attendre, et peut-être à craindre, mais ce qui est à attendre, c'est que le choix du modèle dimensionnel qui va être un petit peu privilégié dans le DSM-5 et dans la CIM-11, il est à craindre que ce choix ne se fasse pas purement sur des arguments scientifiques, mais aussi sur des arguments politiques, de lutte d'influence. Le climat en France entre les psychologues et les... Je m'arrête là. Le climat en France entre les psychologues et psychiatres n'est pas très mauvais. Enfin, ceux qui s'intéressent à ce type de sujet. Aux États-Unis, les relations sont épouvantables. Il y a des guerres, mais terribles, entre psychologues, psychométriciens, qui sont beaucoup plus compétents sur le plan des analyses statistiques, et puis les psychiatres. Mais les psychiatres sont eux-mêmes aussi divisés, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le point de vue de Cloninger. Bref, on verra bien ce qui se passera demain. Merci. Merci beaucoup, monsieur Guelfi, d'avoir campé le décor aussi clairement des troubles de la personnalité, et puis surtout en abordant ces perspectives qui sont effectivement extrêmement complexes. Mon rôle de chronométreur officiel est détestable, mais il permettra à la table ronde d'être encore plus riche et dense, et donc j'appelle immédiatement du coup